J'ai toujours pensé que si on voulait réaliser quelque chose dans la vie, il fallait être là où était le pouvoir. Et je me suis dit qu'un jour, si l'occasion se présentait, j'aurais probablement envie de faire le saut. L'occasion s'est présentée, on m'a suggéré de me présenter, on m'a offert d'ailleurs 2 circonscriptions, 2 comtés, me donnant le choix, et puis j'ai décidé de faire le saut. Et je ne l'ai jamais regretté d'ailleurs. On m'a proposé 2 montagnes, Vaudreuil et Honsic, en précisant d'ailleurs qu'Honsic était un comté particulièrement difficile, puisqu'il était pratiquement acquis au Parti québécois et que M. Jacques Parizeau s'y présentait. Alors j'ai eu littéralement le choix, je préférais un comté urbain, et je vous avoue que j'ai été assez stimulé par le défi. J'ai donc choisi Honsic. La campagne était dure, très, très dure. Pour moi, c'était une expérience nouvelle, mais une expérience passionnante. Et j'ai arpenté ce comté pendant toute la campagne électorale. J'ai toujours pensé d'ailleurs que j'allais gagner, contrairement à la plupart des gens, parce que parfois on m'arrêtait dans la rue et on disait « Ah, mon pauvre docteur Cloutier, qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? » Eh bien, il se trouve que c'est moi qu'on a élu. Parizeau a surtout fait de grands meetings. Et quant à moi, j'ai parcouru le comté, j'ai fait les rues. J'ai parlé aux gens, pas toujours de politique d'ailleurs, hein, comme j'avais été impliqué dans beaucoup de problèmes d'éducation. On me parlait des enfants. J'ai retrouvé d'ailleurs 1 ou 2 de mes élèves en médecine qui pratiquaient dans ce comté, qui m'ont accompagné dans les rues. Et c'est un peu de cette façon-là qu'on a réussi à convaincre, parce que c'est ça une campagne électorale. Vous savez, j'avais déjà une 50aine d'années. Hein. Je n'avais pas l'intention de recommencer et faire du travail de député de base. Par ailleurs, il n'y a eu aucun marchandage avant. Hein. Et de toute façon, j'ai appris rapidement que les promesses en politique n'engagent que ceux qui les reçoivent, certainement pas ceux qui les donnent. Mais je me suis dit ceci, si je bats un des candidats phares du Parti québécois, je serai pratiquement incontournable. Et j'aurais été très étonné qu'on ne me retienne pas pour le Conseil des ministres. Alors, mon premier ministère a été le ministère des Affaires culturelles. J'avais pensé déjà à l'époque à l'éducation. Je m'intéressais à l'éducation des adultes depuis des années. Mais j'ai été ravi qu'on me donne les affaires culturelles, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La politique est un métier. Il y a énormément de procédures. Et commencer dans un petit ministère, c'était le cas du ministère des Affaires culturelles, est un avantage. On s'initie beaucoup mieux aux procédures gouvernementales. Et ensuite, j'ai l'impression que cette expérience m'a été très utile quand je suis devenu ministre de l'Éducation 2 ans après. Mon prédécesseur, Jean-Noël Tremblay, avait passé un contrat avec un artiste, 2 artistes, pour une immense murale, qui est toujours là d'ailleurs, au Grand Théâtre. C'était un événement, le Grand Théâtre. Hein. C'était véritablement doter le Québec d'éléments culturels importants. Or, l'artiste en question était Jordi Bonnette, qui avait, à mon avis, énormément de talent, sculpteur, décédé malheureusement, et Claude Péloquin, qui se disait poète, et qu'il était, dans ce sens qu'il a une œuvre assez abondante d'ailleurs, avait inclus dans la murale une phrase qu'il trouvait intéressante, qui était la suivante, elle est encore là probablement. N'êtes-vous pas écœuré de mourir, bande de caves ou quelque chose comme ça? Bon. Alors, Jean-Noël Tremblay, qui n'aimait pas cette phrase, n'a pas voulu régler l'argent qui était dû aux artistes. Et puis, c'est de là les problèmes qui sont apparus. Alors, je suis arrivé, moi, et puis, très franchement, je n'aime pas cette phrase-là non plus. Mais moi, j'ai une conception. Je considère que ce ne sont pas mes goûts qui doivent prédominer,
dans une situation comme celle-ci, et qu'il y avait un principe en jeu, qui est un principe important, qui est celui de la liberté de la presse, la liberté d'expression, surtout pour des artistes, et que je me voyais mal censurer une œuvre qu'on avait peut-être eu tort de commander sans exiger davantage de détails sur ce qu'elle allait représenter. Ça, c'est notre histoire. Alors, j'ai débloqué les fonds et ça a été l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Un débat très vif, hein? Même dans mon camp, on était loin d'être d'accord, parce qu'on trouvait qu'il fallait à tout prix effacer. Et même, je me souviens que j'avais acheté une truelle. Vous savez, une de ces truelles pour gâcher le plâtre, là, ou le ciment. Puis je m'étais dit, s'il faut vraiment porter un coup de manière à emporter l'adhésion, je pourrais toujours brandir la truelle et dire que les iconoclastes viennent la détruire eux-mêmes. Mais je n'ai pas été obligé de le faire. Et j'ai encore la truelle. C'est ça qui m'a amené, en fait, à la politique, parce que je me disais que si ce ministère me venait, je pourrais tenter de mettre au point un certain nombre de, peut-être pas de mes théories, mais de mes convictions. Et c'est finalement ce qui est arrivé, parce qu'après 2 ans et demi, le premier ministre m'a suggéré, m'a proposé l'éducation. J'ai donc, à ce moment-là, pu aborder les problèmes de l'éducation d'une façon, disons, positive, mais également avec une expérience acquise que je n'aurais pas eue au départ. Bourassa m'avait parlé de la santé. Et j'ai préféré l'éducation parce qu'en santé, j'avais des idées un peu trop révolutionnaires. C'était irréalisable. Par exemple, j'aurais fermé une partie des hôpitaux, la quantité d'hôpitaux où les lits sont remplis par des non-malades. J'aurais mis au point des espèces de... Ça se fait d'ailleurs maintenant, on évolue vers ce genre de formules, c'est-à-dire des plateaux techniques. J'aurais privatisé. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne dissocie pas, pour une fois que je peux expliquer mes idées, on ne dissocie pas le côté médical, de soins, de l'hôtellerie. C'est un mauvais hôtel, on mange mal à l'hôpital. Pourquoi on ne privatise pas ça? Pourquoi ne pas... Puis d'ailleurs, comme je vous disais que 50% des malades ne sont pas forcément obligés d'être dans un lit, d'ailleurs, on le comprend, depuis quelques années, on a mis en avant les soins ambulatoires, mais ça, je l'ai écrit il y a 30 ou 40 ans. Hein. C'est évidemment une évolution normale. Et comme on insiste de plus en plus sur la médecine préventive, on est amené à faire des examens excessifs parfois, et il faudrait mettre au point des dossiers informatisés, évidemment, qui permettent de suivre un malade toute sa vie, pour éviter qu'on répète constamment les mêmes choses et qu'on repart à zéro pratiquement chaque fois. C'était irréalisable. Et puis j'aurais foutu le gouvernement par terre. Et puis ensuite, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre un médecin à la médecine. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'être dans sa spécialité. Parce que qu'est-ce que c'est, un ministère? Qu'est-ce qu'on demande d'un bon ministre? D'avoir du bon sens et de savoir s'entourer. C'est ça, au fond. S'il a du bon sens, les techniciens, ils les engagent. Alors que s'il a des idées préconçues dans un ministère, peut-être parfois que ça colle, mais parfois que ça ne colle pas aussi. Donc, j'ai été très heureux de l'éducation. C'est ce dont j'avais envie. J'ai trouvé les hauts fonctionnaires fédéraux, je parle des francophones, entre autres, assez rigides. Peut-être qu'ils sont obligés, ils se sentaient obligés de faire la preuve qu'ils étaient pro-fédéral. Quoi qu'il en soit, je me souviens de discussions pour des virgules, des points-virgules, des paragraphes, en particulier pour l'Agence culturelle et technique, alors que les ministres se mettaient d'accord sans problème. Moi, j'ai négocié avec Sharp cette affaire.
Et puis avec Gérard Pelletier également, il n'y a jamais eu de problème au niveau ministériel. Mais lorsqu'il s'agissait de mettre ça en mots, avec des textes qu'il fallait signer, c'est là que les difficultés commençaient avec les fonctionnaires. Ils sont peut-être là pour ça. Hein. J'ai participé très activement à peu près tous les dossiers, et en particulier dans le domaine de la santé, parce que c'était une période extrêmement importante. C'est le Parti libéral de cette époque qui a fait l'assurance maladie. Et ça n'a pas été un débat très facile, tant du côté des médecins que du côté d'ailleurs des structures gouvernementales. Je me souviens d'ailleurs que Claude Castonguay, qui était l'important ministre de la Santé et qui était l'artisan de cette réorganisation de la santé, j'ai eu avec lui, non pas les prises de bec bien sûr, mais un certain nombre de discussions parce que je n'étais pas tout à fait d'accord sur certains aspects. Je me souviens en particulier d'avoir préconisé l'introduction d'un ticket modérateur parce que je considérais qu'il fallait que le consommateur, c'est-à-dire le patient, contribue d'une certaine façon au coût et contribue d'une façon visible. Et évidemment, je n'avais aucun poids au sein du Conseil des ministres en tant que ministre des Affaires culturelles. Vous savez, on a souvent en politique le poids de son ministère, c'est-à-dire le poids de son budget. Alors, avec un budget de quelques millions aux affaires culturelles et un budget de quelques centaines de millions à l'éducation, vous pensez bien qu'on n'est peut-être pas toujours écouté de la même façon. Alors donc, ça a été rejeté. Albert Bourassa est un homme qui, lorsqu'il accordait sa confiance, il l'accordait de façon totale. Il ne s'est jamais occupé des ministères. En fait, j'avais parfois l'impression que ce qu'il voulait, c'est justement des ministères qui marchent et qui puissent s'occuper d'autres choses, ce qui est son rôle en tant que Premier ministre. Alors, je n'ai jamais eu la moindre difficulté avec lui, jamais il m'a dit quoi faire ou suggéré quoi faire. Et il a également beaucoup témoigné d'humanité. Ceci me rappelle une anecdote, parce qu'on a souvent critiqué Bourassa, contrairement à ce qu'on disait, c'était un homme de conviction, vous savez. Ses convictions n'étaient peut-être pas toujours évidentes, parce qu'il était aussi très habile. Et puis, il essayait de concilier souvent l'inconciliable. L'anecdote à laquelle je pense est la suivante. C'est quand il m'a nommé ministre de l'Éducation, Claude Ryan, qui était l'éditorialiste du Devoir, a fait un éditorial extrêmement dur contre moi. Or, Bourassa, vous savez, en tant que journaliste, comme l'intérêt qu'il portait à votre métier, se faisait lire les éditoriaux de Ryan par téléphone. Il dormait peu. Alors, il faisait lire ça à 3 ou 4 heures du matin, de sorte qu'il avait toujours en tête ce qui avait été écrit. Et j'étais dans mon petit appartement de Québec. J'avais été nommé le jour même. Et le téléphone sonne à 4 heures du matin. C'est pas habituel. Pas habituel en politique. Ça l'était peut-être en médecine, mais pas en politique. Alors je réponds, c'était Bourassa. Il dit, François, je te téléphone. Il n'a pas dit un peu tard, pour lui, l'heure n'existait pas. Pour te dire que demain, dans Le Devoir, il y a un éditorial extrêmement dur de Ryan. Et je veux que tu saches, parce que tu n'es peut-être pas aussi coriace que je le suis en politique, que tu as toute ma confiance. Ça ne s'oublie pas. Or, le lendemain matin, tout le monde avait lu l'éditorial de Ryan, parce qu'à l'époque, c'était véritablement celui qui marquait les événements quand il le commentait. Or, j'étais souriant, j'avais des collègues qui s'approchaient de moi un peu inquiets, se demandaient comment j'allais réagir. J'avais un grand sourire. Alors, ça les étonnait un peu. Il y en a un qui m'a dit, « Tu n'as pas lu le... » J'ai dit, « Oui, je l'ai lu. C'est un très bon éditorial. » Il dit, « Quoi? » J'ai dit, « Oui. » J'ai dit, « Je suis tellement bas que je ne peux que monter. » Plusieurs lettres sont arrivées au gouvernement me menaçant nommément. J'ai été protégé pendant toute cette période.
Et d'ailleurs, je n'ai pas pu envoyer mes enfants à l'école. J'avais 2 filles, j'ai toujours 2 filles d'ailleurs, ce sont les mêmes. Et j'ai été obligé de les retirer pendant plusieurs mois, hein, et de les mettre ailleurs. Nous étions tous plus ou moins menacés. Il faut bien se mettre dans l'atmosphère de l'époque, vous savez. J'entends parfois des gens critiquer cette période, critiquer les mesures de guerre, mais c'est pas sérieux. Il faut se mettre dans l'atmosphère. C'est pas a posteriori que l'on juge de ce genre de situation. C'est évident qu'à posteriori, on peut se dire, ben, il y avait 2, 3 petites cellules de jeunes excités, mais avant, dans l'atmosphère, lorsqu'un de vos collègues a été assassiné, lorsqu'un diplomate anglais a été kidnappé, comment voulez-vous réagir? Et les seules possibilités que nous offrait l'arsenal juridique fédéral, c'était les mesures de guerre, indiscutablement un dispositif juridique excessif. Mais il n'y en avait pas d'autres, et il faut bien dire que cet heureux pays qu'est le Canada est un pays où il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Mais là, c'en était un. Alors donc, c'est une période que j'ai trouvée difficile. J'ai été ému également par la mort de Laporte, qui est une mort inutile. Et Laporte était un type qui aurait apporté beaucoup au Québec. Je me souviens d'ailleurs, je ne le connaissais pas à Laporte, mais il était venu un jour dans mon comté pendant la campagne électorale. Et puis, on avait un peu sympathisé. Moi, je le vous voyais, évidemment. Et il m'a dit, si tu gagnes, tu pourras me tutoyer. J'ai gagné, je l'ai tutoyé. Un petit souvenir. Alors voilà. C'est une période qui nous a fait vieillir, si j'ose dire, assez rapidement. On ne s'attendait pas à ce genre de situation au Québec. Et pourtant, ça s'est produit. Hein. La campagne de 70, j'avais gagné avec un peu moins de 1000 voix. Et la deuxième campagne, j'ai gagné avec 10 000 voix. Ce qui signifie que je n'ai peut-être pas totalement perdu mon temps dans le comté, n'est-ce pas? Mais il faut aussi ajouter que le comté avait été remanié et séparé en 2 parties, l'Acadie et Crémazie. Et j'avais choisi la partie l'Acadie, qui était effectivement une partie, disons, plus facile au départ. Le choix m'était donné, puisque j'étais sur place. Maintenant, se retrouver avec 102 députés, je l'ai répété à maintes reprises, c'est une responsabilité considérable. C'est une responsabilité considérable parce que on n'a pas assez d'opposition. La situation idéale dans un gouvernement, c'est un équilibre entre opposition et pouvoir. Et lorsque le pouvoir est trop fort, il y a toujours un risque. Heureusement que les contre-pouvoirs dont vous êtes sont présents. C'est une législation extrêmement importante. Elle a fait du français la langue officielle au Québec. La loi 101 n'a fait que reprendre la loi 22, avec quelques petites modifications que je qualifierais de modifications de détail. L'important, c'était véritablement l'acte qui consistait à faire du français la langue officielle, contre tous les obstacles. Et pour sortir de ce débat constant et qui polluait littéralement la vie publique, Bourassa m'a demandé de voir si on ne pouvait pas en sortir quelque chose. Et on a sorti un projet de loi qui, en plus de faire du français la langue officielle, déterminait un certain nombre de situations qui visaient à renforcer l'usage du français. On avait fait précéder d'ailleurs cette législation d'un plan de francisation des entreprises qui a donné de très, très bons résultats et qui amenait les entreprises à franciser, dans la mesure du possible, au moins une partie de leur personnel, etc., etc. Alors évidemment, cette loi était sur le plan, disons, de la politique partisane une erreur, parce que c'était en quelque sorte faire la politique de l'adversaire. Ça, je l'ai compris après. D'abord, moi, je ne pensais pas à l'adversaire, je pensais au Québec. Je pensais que c'était une loi utile, que c'était une loi qui permettait peut-être de sortir du débat et qui ne s'opposait pas, à mon avis,
à la loi sur le bilinguisme. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est grâce à la loi sur le bilinguisme qu'il est possible de faire une langue officielle dans une province donnée. C'est le cas, en fait, dans les provinces à prédominance anglophone. Alors, le fait que le gouvernement central soit bilingue dans ses institutions permet à une province d'avoir une langue prédominante plutôt qu'une autre langue. Alors, ça a donc été le cas. Le débat a été extrêmement dur parce qu'il y avait des mesures qui ont été controversées, qui étaient des mesures, disons, intelligentes, mais politiquement difficiles à faire accepter. Il s'agissait d'amener le maximum de gens à l'école francophone. Et pour ce faire, on avait mis au point un système de tests. Ça se fait aux États-Unis. On ne prend pas quelqu'un dans une université américaine s'il ne parle pas un minimum d'anglais. Alors, c'est ce que nous nous sommes dit. On ne peut pas permettre que les francophones envoient leurs enfants à l'école anglaise s'ils ne parlent pas un mot d'anglais. En revanche, s'ils ont une connaissance parfaite de l'anglais, pourquoi pas? Alors, un certain nombre de dispositions comme celle-là ont été extrêmement controversées, ce que je peux comprendre. Et même à un moment donné, là encore, je vous donne un exemple des convictions de Bourassa. Quand je me suis aperçu, puis évidemment, la grande partie des libéraux n'étaient pas d'accord, parce qu'ils sentaient bien que sur le plan électoral, c'était extrêmement dangereux, j'ai proposé à Bourassa de laisser tomber, considérant que le moment n'était pas favorable. Et lui, qu'on a accusé, comme je le signalais tout à l'heure, de ne pas avoir de conviction, m'a dit non, pas question. Si on laisse tomber, c'est une faute. Alors, j'ai continué. Résultat, ça a été un des gros éléments de la défaite de 1976. J'en suis absolument convaincu. Peut-être, pour ce qui est de la loi 22, aurait-il été plus sage de trouver une autre formule que la formule des tests, qui avait l'avantage d'être objective, mais qui, d'autre part, créait des problèmes d'interprétation et a créé un énorme problème politique. En revanche, la loi 101, faite par le PQ, a remplacé les tests par une disposition tout à fait différente, basée sur le fait que les parents avaient fréquenté avant l'école anglaise ou quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est discriminatoire à l'analyse, de sorte qu'il n'y a pas de bonne solution. Non, d'emblée, je ne crois pas avoir fait quelque chose qui ne correspondait pas à mes convictions et à ce que je souhaitais faire. Mais je n'ai aucun regret, parce que je suis convaincu, ça a été repris par la loi 101, comme je vous l'ai expliqué. Même il y a une partie de la loi 101 qui n'a pas pu être appliquée parce qu'elle était anticonstitutionnelle, ce qui n'était pas le cas de la loi 22. Je m'étais entouré de tous les avis juridiques possibles, imaginables. Mais vous savez, ce qui est important dans une histoire comme celle-là, c'est une continuité. Et il y a toujours une continuité en matière linguistique qui vise à renforcer le français au niveau québécois. Je ne serais jamais parti normalement. J'avais, disons, des problèmes familiaux qui m'ont amené à prendre cette décision. Uniquement, c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté le poste de délégué général du Québec à Paris. Il était nécessaire que je change d'atmosphère. Alors, j'ai donc, avec regret, quitté la vie politique, et en particulier les débats qui m'intéressaient, et j'ai accepté ce poste ignorant qu'il y aurait des élections 2-3 mois après. Et les élections ont porté mes adversaires au pouvoir, c'est-à-dire le PQ, qui a été élu à ce moment-là. Alors, j'ai démissionné. Ce n'était pas mes convictions, j'ai démissionné. J'aurais pu ne pas démissionner. J'étais fonctionnalisé. J'avais à rester confortablement assis et attendre la retraite. Mais ce n'était pas ma façon de voir les choses.
Alors, je me suis retrouvé tout seul, parce que je n'ai pas vu beaucoup d'émissions autour de moi. Hein. J'ai eu l'impression, à plusieurs reprises, d'être tout seul à avoir des convictions. Mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup moins qu'on ne croit. Hein. Parce que j'ai vu pas mal de gens par la suite accepter des postes fédéraux alors que ça ne convenait pas du tout à leur psychologie et à leurs convictions. Je ne sais pas comment ils arrivaient à harmoniser tout cela. J'aurais pu être un peu moins naïf parce que, vous savez, j'ai démissionné, puis je me suis dit, je vais trouver quelque chose tout de suite. Hein. Mais une fois que vous quittez le pouvoir, il se passe de drôles de phénomènes. Hein. J'arrive à l'hôpital où j'avais créé le service. On m'a rapidement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour moi. À l'université où je nommais les recteurs, j'étais pas forcément très bien accueilli. Tout ça est normal. Alors donc, je me suis retrouvé chômeur pendant, il faut bien le dire, 3 ans. Je suis revenu. J'ai eu pas mal de problèmes d'installation. Et finalement, ce sont mes amis français qui m'ont proposé de refaire une carrière à Paris, c'est-à-dire d'exercer à nouveau la médecine et la psychiatrie. Et très tôt, hein, vers la vingtaine, mes amis m'ont dit, comme je semblais manifester un certain intérêt pour la sculpture, mets-toi à la sculpture. J'ai commencé à travailler en amateur. Et puis, toute ma vie, sauf dans les périodes les plus actives, hein, comme par exemple la période politique ou la période internationale, non. Mais la plupart du temps, j'ai toujours conservé un grand intérêt. Et il y a une quinzaine d'années à Paris, je me suis retrouvé avec davantage de loisirs et j'ai recommencé. Et le hasard a voulu que comme j'avais fait un petit bronze dans une fonderie locale, parisienne, il y a un commissaire-priseur qui a vu ce petit bronze et qui m'a suggéré de le mettre en vente. Et puis ça s'est vendu, ce qui m'a étonné. Et c'était des ventes spécialisées en sculpture. Alors j'ai beaucoup vendu pendant plusieurs années. Et puis j'ai été amené à faire une petite carrière artistique inattendue. Et voilà, c'est aussi simple que ça.